Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo aujourd'hui, on va parler de thérapie, de thérapeute et de posture de thérapeute. J'ai repris récemment, il y a quelques mois, un suivi psychologique avec une psychologue que j'apprécie beaucoup. Et je suis très contente parce que j'ai eu dans ma vie beaucoup de déconvenues avec des thérapeutes qui ont eu des comportements, des attitudes complètement inadaptées et ça a généré un certain nombre de dégâts sur ma santé. Donc j'avais peur de retourner voir quelqu'un et je suis tombée sur une personne absolument exceptionnelle qui est très juste dans sa posture, que je suis toujours contente d'aller voir et quand je ressors de son cabinet je me sens vraiment bien, rassurée, allégée, le mental dégagé et ça fait vraiment du bien. Cependant, avec elle, nous parlons beaucoup, nous échangeons beaucoup. C'est une thérapie qui est essentiellement basée sur la parole et je ressentais le besoin de compléter avec une approche un peu plus corporelle. Je prends plus soin de mon corps ces derniers temps et j'en suis assez contente, notamment en faisant du sport, en allant marcher, en mangeant mieux et en ayant plus conscience aussi de mon état physique de manière générale. Mais je trouvais intéressant peut-être d'aller consulter quelqu'un qui pourrait débloquer mon corps à certains endroits ou peut-être me donner des informations concernant l'état physique général dans lequel je me trouvais. Sachant que j'ai quand même quelques douleurs, quelques inconforts qui reviennent régulièrement. Je me suis dirigée vers la kinésiologie, peut-être que vous connaissez. C'est une méthode alternative, je précise que ce n'est pas reconnu, qui interroge le corps et travaille au niveau musculaire, pour résumer. Et à travers certains exercices, des massages, un peu d'acupression, certaines manipulations, apparemment on réussirait à remettre le corps à peu près à l'endroit. Ça travaille beaucoup sur les méridiens, sur les énergies, la circulation des énergies dans le corps, ce qui moi me parle personnellement. Et j'avais déjà fait de la kinésiologie il y a quelques années à raison de 3 séances et je sais que ça m'avait aidée. Voilà. Je décide d'aller voir une nouvelle personne qui en plus est une personne qui enseigne à d'autres et je me dis peut-être un peu naïvement, c'est quelqu'un qui s'y connaît. Plus de 10 ans de métier, elle est prof, elle a formé d'autres gens, autant aller voir la personne quelque part qui est en haut du panier. Malheureusement, ça ne s'est pas du tout passé comme je l'aurais souhaité, puisque je me suis retrouvée après le rendez-vous dans un état de confusion, dans un état de brouille mentale, émotionnelle, énergétique que j'ai rarement atteint dans ma vie après une séance chez un thérapeute. Et j'étais incapable de dire si ça s'était bien ou mal passé. Quand on m'a posé la question, j'ai dit c'est étonnant, je ne sais pas. Alors que d'habitude, quand je sors d'une consultation, je peux tout de suite dire si ça a été bénéfique ou non. Là, j'étais dans l'incertitude, dans le flou. Je sentais qu'il y avait des choses qui s'étaient mal passées, mais c'est comme si je n'osais pas le dire ou les exprimer parce que la dame s'était montrée gentille, bienveillante, pédagogue. Et j'avais quelque part cette crainte de venir la pourrir, on va dire ça comme ça, alors qu'en réalité, elle s'était quand même pas très bien comportée. Il m'a fallu quelques heures pour retrouver ma lucidité, pour retrouver mon mental, ce mental qu'on a tendance aussi à laisser un peu de côté quand on est en consultation parce que on est là dans nos émotions, on est là dans nos problématiques, on est très touché, on est très vulnérable, donc le mental passe au second plan. Ma lucidité est revenue, je me suis dit il y a eu ça, elle a dit ça, elle s'est comportée comme ça, c'est pas ok. Et je me suis rendu compte après coup que pendant la séance, en repensant, en ressentant ce que j'avais senti physiquement, que j'étais quand même assez crispée, assez fermée et qu'à plusieurs reprises, suite à certaines de ses paroles, à certaines de ses interprétations concernant ma vie qui étaient complètement déplacées, je me suis complètement verrouillée au niveau du corps.
Comme je me méfiais énormément de cette personne, donc j'étais pas en confiance et j'étais pas en sécurité. Pendant le rendez-vous, j'ai pu effectivement à certains moments ressentir une détente. Voilà, mon corps qui s'est relâché, certaines émotions qui ont pu sortir, et ça j'en suis plutôt contente. Mais à côté de ça, la posture de la personne n'était quand même pas adaptée. Et du coup, ça peut générer une certaine confusion. Quand on a en face de nous une personne qui est gentille, qui montre de la bienveillance, qui explique, qui est pédagogue, qui a l'air douce, eh ben on peut à tort se dire je lui fais confiance, c'est ok, tout va bien. Mais ça peut être aussi un écran de fumée, derrière lequel il peut se cacher une posture qui en réalité n'est pas du tout adaptée. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec cette dame. Elle ne m'a pas vraiment écoutée, elle ne m'a pas vraiment entendue, elle ne m'a pas laissé la place non plus. Elle voulait que je corresponde à une idée, une interprétation, une projection qu'elle se faisait de moi ou de ma vie. Donc elle cherchait des validations, des confirmations, à des endroits où elle avait des informations, mais qui pourtant ne correspondaient pas à ce que j'avais vécu. À un moment, elle me dit, je reçois l'information, donc c'est des informations qu'elle reçoit à travers des tests musculaires qu'elle fait avec notre corps, donc nous on n'intervient pas, elle reçoit les infos directement du corps. Donc il y a aussi dans la kinésiologie une dynamique qui moi me dérange finalement, c'est que, encore une fois, on n'est pas maître, parce que c'est le thérapeute qui reçoit des informations de notre corps et de notre inconscient sans qu'on ait notre mot à dire. Donc c'est sujet à interprétation et c'est sujet à dérive, surtout si la posture n'est pas adaptée. Je reçois qu'à l'âge de 5-6 ans, vous avez vécu quelque chose de terrible de l'ordre du traumatisme. Pour moi, 5-6 ans, je connais bien ma vie, il ne s'est rien passé. Je lui dis, ben non, je ne vois pas. Si, ça reste sur 5-6 ans. Je me dis, d'où est-ce qu'elle reçoit cette information déjà? Donc je replonge, moi, à mes 5-6 ans, essayant de chercher qu'est-ce qui aurait pu se passer. Donc je me replonge dans mon enfance, je me replonge dans le malaise aussi de l'enfance, duquel ces derniers temps j'étais heureuse d'être sortie. Donc ça me met dans une posture, vous voyez, où elle me fait retourner dans des énergies que j'avais quittées. Donc paf, déjà ça m'alourdit. Je ne trouve pas. Elle me dit, si à 5-6 ans, vous avez longtemps attendu quelque chose que vous n'avez jamais eu. Bon, alors avec ça, on est mal barré parce que ça peut être tout et n'importe quoi et évidemment que ce n'est pas du tout précis. Ça peut être de l'amour, de l'attention, etc. Et on sait tous que quand on va consulter, souvent on a manqué d'amour et de sécurité. Sinon, on serait potentiellement pas là. Donc beaucoup de généralité, très peu de précision, beaucoup d'interprétations aussi quant à ma vie ou des possibles événements que j'aurais vécus et pas juste par rapport aux âges. Et la volonté aussi, absolument, de vouloir montrer que sa méthode fonctionne. Vous avez vu, hein, ça marche, hein, vous avez vu, hein, c'est incroyable, hein, vous avez vu, c'est fou. Elle prenait tellement de place que je n'avais absolument pas l'espace ni pour exister, ni pour dire non, ni pour être d'accord ou pas d'accord. Et quand j'émettais des oppositions par rapport à ce qu'elle disait, qui n'étaient pas justes sur ma vie ou ce que j'ai pu vivre, eh ben elle insistait quand même. Ah si, je vois que, ah si, je sens que, ah j'ai l'information que. Et du coup, j'ai remarqué que je ne comptais pas vraiment. Et que ce qu'elle voulait avant tout, cette dame, c'est montrer qu'elle avait raison, être dans sa toute-puissance, de sa méthode, de sa pratique, et surtout me faire correspondre à une histoire qu'elle était en train de raconter à propos de moi. Bon. Ça va que j'ai eu suffisamment de discernement pour me rendre compte que en fait, elle me prêtait des choses qui ne m'appartenaient pas. Mais pour d'autres, ça peut avoir des conséquences graves parce que ça peut vous amener à repartir avec une charge que vous n'aviez pas au départ. Parce que en plus de vous questionner et d'avoir déjà vos propres problématiques, vous allez en plus de ça repartir avec les projections, les interprétations, les idées, les opinions, les vues du thérapeute à propos de vous. Et un autre danger peut-être qu'on ne mentionne pas assez,
c'est la suggestion ou l'imposition de faux souvenirs. Ça peut aller jusqu'à induire, en vous donnant des informations à propos de vous-même qui viennent de je ne sais pas d'où, des faux souvenirs. Par exemple, on peut vous dire j'ai l'information, ou votre corps me donne l'information que quand vous aviez 2 ans, vous avez vécu ça. Et ça peut être des choses traumatiques. Et vous n'avez pas ce souvenir, puisque c'est dans votre inconscient. Mais apparemment, le thérapeute, lui, par magie, il a accès à votre inconscient. Ce qui est quand même un petit peu curieux. Et du coup, il peut vous dire ça et vous pouvez vous auto-persuader qu'il a raison et qu'effectivement, et du coup essayer d'aller chercher dans votre passé des choses qui ne se sont pas passées justement ou qui ne vous appartiennent pas et les faire vôtres. Moi j'ai déjà rencontré par exemple des personnes qui avaient consulté des thérapeutes et on leur avait dit qu'à tel âge elles avaient vécu l'inceste, un viol avec un membre de la famille, etc. Alors où est-ce qu'ils ont été chercher cette info? Je ne sais pas. Mais en tout cas, la personne en question, elle se posait énormément de questions et elle me disait mais enfin j'ai pas ce souvenir, je me souviens pas de ça, j'ai même pas le ressenti ou la sensation de quelque chose, ça m'a rien évoqué quand il m'a annoncé ça. Et du coup, elle se sentait un peu embêtée parce que il y avait une part d'elle qui croyait à ce que le thérapeute avait dit à propos de ce traumatisme et une autre qui voyait bien que c'était complètement en inadéquation avec sa vie et elle s'est retrouvée aux prises avec cette information qui était de l'ordre d'un faux souvenir ou d'une interprétation purement spéculative et elle a presque pris pour elle comme faisant partie de sa vie alors qu'en fait ça ne la concernait pas. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. À la suite de ce rendez-vous, je me suis sentie évidemment mal, j'ai mis 2 jours à m'en remettre, j'étais très en colère et je me suis encore une fois demandé comment c'est possible qu'au bout de tant d'années de pratique, quand on enseigne, quand on transmet aussi sa méthode aux autres, on peut avoir une posture qui est si peu adaptée, voilà, qui est si peu alignée. Pour une fois, je ne me suis pas tue. D'habitude, j'ai tendance à ne rien dire et à laisser les choses passer. Mais là, je me suis dit, écoute, j'ai payé pour un service. La kinésio, c'est pas du tout remboursé, donc c'est tout de notre poche. Si je ne suis pas satisfaite par ce service et qu'en plus, je me sens mal après la séance et que c'est dû à la posture de la personne, je lui dis. Je lui ai donc envoyé un message, profitant de l'occasion qu'elle m'avait donnée de lui mettre un commentaire sur Google. Ce que je n'ai pas fait pour ne pas la desservir également, mais je lui ai quand même dit à quel point je m'étais sentie mal pendant la séance, que je n'avais pas été écoutée, pas entendue, que ça avait généré énormément de confusion mentale. Et j'ai été étonnée de sa réponse, qui se dégage de toute responsabilité. Mais étonnée sans être étonnée parce que l'ego, je commence à connaître un peu, surtout chez les thérapeutes. Elle m'a répondu: je suis désolée, 3 petits points, de l'état dans lequel vous avez été après la séance. Et alors j'ai constaté qu'elle ne s'excusait absolument pas pour sa posture, qu'elle ne se remettait pas du tout en question et qu'elle ne prenait pas en compte ce qui s'était passé pendant la séance, mais qu'elle me renvoyait gentiment à mon état après la séance, dont elle n'était absolument pas responsable. Bon, je me suis dit d'accord, tout est dit, on ne va pas insister, elle fait ce qu'elle veut. Après tout, elle a que des gens qui lui disent que c'est génial, qu'elle est top et qu'elle leur fait beaucoup de bien. Donc s'il y a une personne sur 40 qui se plaint que ça s'est mal passé, pourquoi est-ce qu'on s'attarderait sur cette personne? Après tout, ça peut arriver. Mais parfois, la personne avec laquelle ça se passe mal est révélatrice d'énormément de choses. Mais quand on n'a pas envie de se remettre en question, on préfère ne pas voir et se dégager de toute responsabilité. Pourquoi pas? J'ai été déçue, bien évidemment, de l'attitude et de la réponse que j'ai reçue, parce que moi, en attendant, j'ai morflé, et que je me dis qu'à cause de ces postures et de ces thérapeutes qui ne sont pas du tout alignés, il y a des personnes qui peuvent vraiment être mises à mal et souffrir aussi très longtemps de ces attitudes et de ces comportements-là, et j'ai pas pensé qu'à moi, bien sûr, j'ai pensé aux autres, parce que là, je vous donne un exemple de certains débordements, quand la posture n'est pas alignée, bien évidemment que ça peut être pire.
Et pour en avoir rencontré, vous avez aussi des thérapeutes qui abusent physiquement, des patients, émotionnellement, des thérapeutes qui manipulent, qui sont très toxiques, qui se servent de vos faiblesses pour vous rendre dépendant. Il y a des phénomènes d'emprise aussi dans la thérapie qui sont vraiment très présents. Il faut faire très attention à tout ça et ne pas se laisser avoir non plus parce que la personne projette en premier lieu. Parce que là, vous voyez, de sa bienveillance, de sa gentillesse, de sa douceur, j'étais complètement gazée par ça. Et du coup, je me suis laissée emporter aussi dans ma vulnérabilité, ce qui est normal. Mais c'est surtout que si je m'étais arrêtée à cette gentillesse, cette bienveillance, je n'aurais pas voulu voir ce qu'il y avait derrière. Et tout l'inconfort que ça a généré, et tous les débordements, le fait qu'elle ne m'écoute pas, qu'elle ne prenne pas en compte en fait ce que j'étais en train de lui dire. Bon. Du coup, cette expérience m'aura fait comprendre aussi qu'il était temps que j'arrête de vouloir à tout prix aller chez d'autres thérapeutes, que j'avais ma psychologue et que ça se passait très bien avec elle. Et que pour l'approche plus corporelle, je pouvais aussi complètement continuer sur ma lancée, sans forcément aller consulter des thérapeutes justement, mais en faisant du yoga, en allant marcher, en prenant soin de mon corps tous les jours, en faisant des choses aussi peut-être plus sportives, créatives, artistiques. Et qu'à travers toutes ces activités-là, on pouvait y trouver aussi une forme de libération émotionnelle. Ça peut avoir un aspect thérapeutique sans qu'on soit avec un thérapeute. Parce que là, je dois vous dire quand même que les thérapeutes qui ne sont pas alignés et qui ont des comportements qui sont déplacés, je sature, donc je vais m'arrêter là. Voilà. Ça nous donne l'occasion aussi de parler de la posture du thérapeute, voilà, donc n'est pas thérapeute qui veut, même si ces dernières années, c'est un métier qui a poussé comme des champignons un peu partout, parce qu'il y a de plus en plus de thérapies alternatives, de thérapeutes hors cadre réglementé, dans le domaine de l'holistique, de l'énergétique, du bien-être, et on peut aujourd'hui devenir praticien ou thérapeute finalement en très peu de temps, en 2-3 clics sur internet et puis 2-3 mois de formation, on peut devenir praticien EMDR, spécialisé dans je ne sais quelle problématique, telle méthode, etc. Bon, la posture du thérapeute, c'est cette posture qui permet de poser un cadre dans les séances et qui surtout permet aux patients de se sentir en sécurité. C'est-à-dire que le thérapeute ne va en aucun cas projeter, interpréter, donner son avis sur le patient. C'est la distance, c'est la capacité à ne pas transférer. C'est quelque chose qui s'apprend quand on fait des études notamment de psychologie. On travaille cette posture au travers des stages, au travers des cours, etc. C'est pas forcément quelque chose qui sera présent dans toutes les formations, parce que dans les formations non réglementées ou non reconnues, peut-être qu'on insiste un peu moins sur cette question de la posture, qui est pour moi essentielle. Néanmoins, je distingue deux choses. La posture qui s'apprend, voilà, dans les formations, dans les stages, dans les cours, et la posture qui est naturelle. Parce qu'il y a certaines personnes, comme pour les enseignants, les aides-soignants, les infirmiers, tous ces métiers à vocation, qui ont la vocation. C'est inné chez eux. C'est-à-dire que naturellement, ils vont se positionner en thérapeute. J'écoute, je ne juge pas, je suis suffisamment à distance pour recueillir la personne, je ne déborde pas dans son espace, je me protège aussi, parce que le thérapeute doit toujours se protéger, ça va dans les deux sens. Et surtout, je ne projette pas, je ne transfère pas. Donc, si on a la vocation en nous du thérapeute, on a presque cette posture naturelle. Et ça, c'est un vrai avantage. Il y en a d'autres qui vont la travailler, qui vont l'apprendre et qui vont la développer. Ça sera un plus gros effort, mais ça va se faire. Et il y en a d'autres qui pourtant ont fait des études de psychologie, ont eu les formations, ont eu les stages et ne seront jamais dans la bonne posture. Parce que j'ai rencontré aussi des psychologues diplômés, certifiés, expérimentés, qui étaient dans la projection, l'interprétation, dans le transfert à fond et qui faisaient n'importe quoi. Voilà.
Donc, on distingue bien les deux, voilà. Quand on va voir un thérapeute, on va avant tout voir une personne. Au-delà de la méthode, du protocole, des formations également, ce qu'on a en face de nous, c'est un être humain qui va nous accompagner, qui va nous aider, qui va nous soutenir pendant un temps et qui aura accès aussi à notre intimité. C'est pour ça qu'il faut être extrêmement prudent à activer sa vigilance, ne pas se laisser gaslighter par des paroles de bienveillance, de moi je suis comme ceci, je travaille comme ça fait 15 ans que je fais ce métier, patati patata, parce qu'en fait on s'en fiche du discours. Ce qui compte, c'est quelle personne j'ai en face de moi. Comment je me sens avec cette personne. Et est-ce que je me sens de me faire accompagner par elle? C'est finalement le plus important. Parce que quand on est vulnérable, qu'on va pas bien dans sa vie, qu'on est en souffrance, on cherche une aide. Quelqu'un qui va nous tendre la main, quelqu'un qui va nous accompagner. On ne peut pas donner la main à n'importe qui. On ne va pas donner la main à une personne toxique qui va nous faire du mal. Pour ma part, ma psychologue, quand je vais la voir, je suis toujours ravie. Quand je sais que j'ai rendez-vous avec elle, je suis contente, je suis pas stressée. J'ai hâte en fait, parce que je me dis quand je vais ressortir du rendez-vous, je vais être mieux. Même si on aborde des thématiques qui sont difficiles, évidemment, des problématiques des fois lourdes, mais quand même, quand je sors du rendez-vous et quand j'y vais, je me sens bien, je me sens légère, je me sens contente. Et je suis toujours contente d'être en sa présence, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui me fait du bien humainement, qui me rassure, quelqu'un de solaire, quelqu'un de joyeux, qui a une super personnalité, et donc j'apprécie passer ma séance avec elle. Ça, c'est des caractéristiques qui sont extrêmement importantes. Comment est-ce que je me sens avec la personne? C'est pas tellement, il y a effectivement comment elle travaille, le cadre, la méthode pour ceux qui sont plus sensibles à ça, mais moi je sais que je suis plus sensible à l'humain, donc c'est l'humain qui va passer au premier plan. Également, autre dimension très importante, le bagage du thérapeute. L'expérience de vie et la relation qu'il entretient avec la vie et avec l'humain. Parce que ça, c'est aussi déterminant. Certes, vous apprenez une méthode, vous apprenez des concepts psychologiques, psychanalytiques, etc. pendant des années pour arriver au diplôme de thérapeute et pour remplir les conditions d'exercice en tant que thérapeute, mais ce qui compte pour moi, en tout cas de mon point de vue le plus, c'est l'expérience de vie. Évidemment que vous ne pouvez pas accompagner des gens là où vous n'êtes jamais allé, où vous n'avez pas eu le vécu ou la prise de conscience ou la compréhension de certaines choses. Donc il y a des thérapeutes qui ne peuvent absolument pas accompagner d'autres personnes parce qu'ils sont incompétents dans ces domaines. Et ça, c'est important de le dire parce que quand vous allez voir un psychologue ou un psychothérapeute, il est dit qu'il peut vous accompagner dans toutes les problématiques que vous rencontrez dans votre vie. Ça peut être pour de la dépression, ça peut être pour une reconversion professionnelle, ça peut être un décès, un deuil, ça peut être pour des problèmes de santé spécifiques, ça peut être une séparation, ça peut être un traumatisme d'enfant. Mais en fait, le thérapeute n'est pas compétent pour tout accompagner parce qu'il aura forcément des sujets de prédilection, des sujets desquels il se sentira plus proche ou il se sentira plus en accord d'accompagner. Moi, je me suis par exemple déjà retrouvée en face de psychologues qui m'ont dit non, je ne peux pas vous accompagner parce que cette thématique-là, je ne me sens pas de la prendre en charge, donc je préfère vous envoyer vers un collègue qui lui est plus expérimenté dans ce type de traumatisme. Et ça, je trouve ça très juste en tant que thérapeute, qu'on soit capable aussi de sentir et de percevoir les sujets avec lesquels on n'est pas à l'aise et les limites qu'on se met aussi dans ce qu'on peut ou pas accompagner. Par exemple, il m'est arrivé d'aller voir des psychologues, notamment deux. Je leur ai parlé de mon traumatisme de l'inceste, qui est quand même un type de trauma très 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 spécifique, qui demande une certaine solidité et structure en face chez le thérapeute pour pouvoir l'accompagner et ne serait-ce que le comprendre aussi. Parce que c'est ça, s'il n'y a pas la compréhension en face, c'est mort. Là, c'est mort. Et les psychologues en face, je sentais qu'elles étaient complètement perdues. En fait, je sentais qu'elles me disaient, qu'elles me renvoyaient des choses par rapport à ce que je disais, ce que j'avais vécu qui n'était pas juste, qui était un peu en décalage en fait, comme si elles n'arrivaient pas à trouver le bon ton, les bons mots, parce qu'elles-mêmes, elles n'étaient pas à l'aise avec ce sujet.
Donc si t'es pas à l'aise avec ça, si tu l'as pas compris, si tu l'as pas déjà travaillé un peu, c'est difficile de l'accompagner chez l'autre. En fait, tu vas vite être limité dans ce que tu peux apporter. Et j'ai senti tout de suite que du coup, je pouvais pas parler de ce sujet avec ces personnes parce que ça allait pas. Je voyais que ça allait pas et que je recevais pas en fait quelque chose qui me semblait adéquat. Donc quand on est dans ce discernement-là, eh ben, on peut tout à fait sentir la personne qu'on a en face de nous, puis voir ce qu'on peut aborder comme sujet ou pas. Il y a des thérapeutes qui, malheureusement, ne peuvent pas accompagner parce qu'ils n'ont pas l'expérience, ils n'ont pas la compréhension, ils n'ont pas l'éclairage, ils n'ont pas suffisamment de maturité aussi parfois par rapport à certains sujets. Et parce que eux-mêmes n'ont pas réglé ou n'ont pas compris certaines choses vis-à-vis d'eux-mêmes et que ça bloque de leur côté, ils ne pourront pas avancer ou vous aider à avancer parce que eux-mêmes ils sont bloqués au même endroit. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, il y a une résonance qui entre en ligne de compte. Je pense notamment à une thérapeute, une psychologue que j'étais allée voir et je lui avais parlé de ma relation aux hommes. Voilà, j'étais un peu bloquée sur ce sujet, j'avais besoin de comprendre, j'avais besoin d'avancer. Et en fait, elle s'est lancée dans un discours assez féministe, assez anti-homme, j'ai envie de dire. Elle a commencé à me dire, oui mais les hommes de toute façon ceci, les hommes de toute façon cela, nanani, nanana. Et moi je me suis retrouvée là et j'avais l'impression d'être complètement envahie par une vague de haine contre les hommes qui ne m'appartenaient absolument pas, et je me suis dit, elle est partie dans un truc, elle ne s'en est même pas rendue compte, parce qu'elle-même avait une grolle, une colère, quelque chose de pas réglé avec ça, et en fait elle me l'a projeté en pleine figure. Vous voyez, c'est ça aussi qu'il faut apprendre quand on est thérapeute, c'est à ne pas projeter ses propres frustrations, ses propres colères, ses propres dérangements sur l'autre. Alors heureusement que moi je m'en suis rendu compte et que je ne suis pas repartie chez moi avec ce discours féministe anti-homme, surtout anti-homme, en me disant je veux plus d'hommes dans ma vie, j'en ai marre, je veux rester seule, etc. Parce que si je m'étais polluée, si je m'étais laissée polluer par ça, j'aurais quitté mon compagnon et je me serais retrouvée seule, quoi. Donc il faut faire attention. C'est très important. Percevoir aussi où l'autre se trouve en fait dans cet échange. Parce que quand on est dans la thérapie, on est dans l'échange en fait. Voilà, c'est surtout ça. Également, la dernière chose dont je voudrais parler dans cette vidéo, c'est la surconsommation thérapeutique. Aujourd'hui, il existe énormément de méthodes sur le marché, plus ou moins reconnues. Et surtout des gens, comme je vous ai dit, qui peuvent se former très facilement et devenir thérapeutes alors qu'ils n'ont pas du tout ni la vocation ni les compétences. Mais bon, c'est le monde d'aujourd'hui, on peut devenir apparemment ce qu'on veut, quand on veut, où on veut. Mais bon, évidemment, ça laisse la porte ouverte à certaines dérives. Il ne faut pas surconsommer la thérapie, en fait, parce que c'est comme, vous savez, cette histoire de skincare. Vous savez, la skincare pour la peau. Aujourd'hui, quand on a des problèmes de peau, on va chercher tout un tas de méthodes ou tout un tas de produits pour annihiler ces problèmes de peau. Donc si on a des boutons, si on a une peau grasse, on va chercher une routine cosmétique avec 3-4 produits différents, alors qu'en réalité notre peau n'a pas besoin d'être aussi surchargée. Et au contraire, quand on a certaines problématiques qui ressortent, que ce soit physique, émotionnel ou mental, l'idée c'est de ne pas s'en rajouter. Donc il faut plutôt aller sur quelque chose de minimaliste mais efficace. Donc plutôt que d'aller voir 3-4 thérapeutes en même temps, d'aller dans tout un tas de méthodes pour essayer de régler des problèmes, peut-être s'attacher déjà à trouver une personne, une seule, qui va potentiellement nous suivre ou nous aider pendant un temps et se focaliser déjà sur ce travail. Voilà. Moi, je me suis rendu compte que ce que je faisais pour l'instant avec ma psychologue, ça me convenait très bien et que j'avais pas la nécessité forcément de rajouter quelque chose, même si j'aurais aimé que la kinésiologie m'apporte quelque chose, mais ça n'a pas été le cas cette fois. Donc je vais me limiter justement à mon suivi psychologique et c'est très bien. L'idée, c'est de ne pas surcharger l'organisme, de ne pas surcharger le mental et surtout de ne pas rentrer dans cette obsession du travail sur soi. Voilà.
Parce que évidemment, chaque fois qu'on va aller voir un thérapeute, il va nous dire ce qui ne va pas, il va nous dire les blocages, les problèmes, et puis du coup, on va s'attarder dessus, on va se dire ah bah j'ai encore ça à régler, j'ai encore ça à régler, j'ai encore ça à travailler, et puis ça, et puis ça. Et puis ça n'en finit pas, parce qu'en fait, on est fait de tout un tas de couches, un peu comme un oignon infini. Donc effectivement, je peux gratter à toutes les couches, mais je ne vais pas passer ma vie à m'explorer couche par couche, parce que sinon je ne vis plus, hein. Pour certaines personnes, cette obsession de la thérapie et du travail sur soi est tellement énorme qu'ils passent leur vie à aller voir des thérapeutes, leur vie à lire des bouquins sur la psychologie, sur l'humain, sur le développement personnel, etc., dans l'espoir de mieux se connaître. Mais en réalité, ça apporte beaucoup de confusion et ça mélange un peu tout, voilà. Et au bout d'un moment, on ne sait plus où on en est et surtout, on ne sait plus qui on est, voilà. À force d'aller voir des personnes qui nous disent vous êtes ceci, vous êtes cela, vous allez bien, vous allez pas bien, vous avez un blocage à tel endroit, etc. On pense toujours qu'on a quelque chose à travailler, qu'on a quelque chose à faire pour que ça aille mieux. Des fois, il faut se laisser vivre. Surtout quand ça fait plusieurs mois qu'on voit quelqu'un, qu'on comprend des choses, qu'on a des prises de conscience. C'est déjà très bien, ça sert à rien d'en rajouter. Il faut laisser aussi un petit peu l'organisme, la structure, l'être que nous sommes, digérer, intégrer, voilà. Le problème quand on est dans la surconsommation, c'est qu'on n'a pas le temps de digérer, on n'a pas le temps d'intégrer, et donc on rajoute tout le temps des choses. Quand je suis allée à ce rendez-vous de kinésiologie, la dame m'a dit, mais vous savez, on travaille par couche. Donc là, aujourd'hui, on a enlevé une première couche, puis la prochaine fois, ça sera une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième. Et quand elle a parlé de ces couches, que je connais bien, je me suis dit, mais Valériane, tu vas faire ça combien de temps? Est-ce que tu vas passer ta vie à aller dans des cabinets où des gens vont te dire vous avez ça comme problème, et ça, et il faut enlever ça, et puis il faut ôter ça, puis il faut dégager ça, puis il faut libérer ça? Parce qu'en réalité, ça n'en finit pas. On est là, mais on peut descendre très loin. Et est-ce que c'est nécessaire à chaque fois de retourner voir des gens pour que ces gens-là nous enlèvent des couches? Voilà. En dehors de la thérapie et du fait de se faire accompagner pour nos problématiques, il y a aussi la vie. Et la vie, c'est très important. Parce que la vie, ça nous apporte beaucoup de choses. Ça nous apporte des réponses, ça nous apporte des joies, ça nous apporte des satisfactions, des compréhensions, des prises de conscience. Et parfois, il n'y a pas forcément la nécessité d'aller voir quelqu'un. Parce que ces prises de conscience, vous pouvez les avoir à n'importe quel moment. En lisant un livre, en regardant un film, en discutant avec une amie ou un ami, au détour d'une conversation, avec une personne que vous ne connaissez pas. Moi, les éclairages les plus marquants dans ma vie, les prises de conscience les plus marquantes, je ne les ai pas eues dans des cabinets de psy. Mais attention, ça ne veut pas dire que ça m'aide pas. Ça m'aide énormément d'aller voir quelqu'un et de me faire accompagner. Mais n'empêche que mes plus grandes illuminations n'ont pas eu lieu dans les cabinets de psy, mais ont eu lieu à des moments où je m'y attendais pas. Voilà. Donc tout ça pour vous dire qu'il faut laisser faire la vie, que la vie fait son œuvre, et que parfois il faut savoir se reposer un peu, ne pas toujours travailler sur soi, ne pas toujours se chercher aussi des problèmes qu'on n'a pas, se dire qu'on n'est pas équilibré, que nos énergies ça va pas, que notre corps ça va pas. Notre corps il vit, il y a des moments où ça va aller bien, des moments où ça va aller moins bien. Mais c'est pas la peine de tout le temps cristalliser dessus, à se dire dès que le corps manifeste un inconfort, oh là là, il y a quelque chose qui va pas. Non, ça veut pas forcément dire que quelque chose ne va pas, ça veut aussi dire parfois que le corps se régule, que le corps se libère, que le corps s'autogère quelque part. Donc on n'a pas besoin de s'imaginer qu'à chaque fois qu'on est fatigué, qu'on a une douleur quelque part, il faut aller voir quelqu'un. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui sont obsédés par ça. Moi, j'ai déjà rencontré des gens qu'à chaque fois que le corps, ça allait pas, ils étaient là, oh là là, j'ai une entité sur moi, oh là là, mon énergie, ça va pas, il faut que j'aille chez mon énergéticienne, et puis il faut que j'aille voir nanana, etc. Alors qu'en fait, il n'y a pas besoin. Voilà. Et pour terminer cette vidéo, j'aimerais remercier toutes les personnes qui ne sont pas nécessairement des thérapeutes, parce que, attention, on peut être thérapeute dans l'âme, c'est-à-dire avoir cette vocation, sans pour autant l'exercer en tant que métier. Voilà. Moi, je connais plein de personnes qui ont cette âme de thérapeute, et cette compétence, cette capacité intérieure, mais qui pour autant ne l'exercent pas dans un métier purement thérapeutique. C'est-à-dire que ça peut être des gens qui sont secrétaires, qui sont boulangers, qui font autre chose dans leur vie, mais qui par contre ont cette bienveillance,
ont cette capacité à accompagner, cette capacité à aider les autres à guérir, à les faire se sentir mieux. Voilà. Mais qui ne la cultivent pas forcément dans un métier de thérapeute à proprement parler. Et tous les gens qui contribuent justement, thérapeutes ou pas dans le métier, à aider les autres, à les accompagner, qui font preuve de bienveillance, qui savent se mettre à distance, ne pas juger, qui savent écouter, tous ces gens qui nous apportent de la lumière, qui nous apportent de l'espoir aussi, il faut les remercier. Voilà. Parce qu'il ne faut pas oublier que les métiers d'aide, les métiers dans l'humain, dans la thérapie, c'est des métiers qui demandent beaucoup. Et en général, les thérapeutes, ils donnent beaucoup de leur personne, jusqu'à parfois être fatigués, épuisés. Mais quand même, c'est leur vocation, mais ils donnent beaucoup. Alors il faut savoir remercier quand on reçoit aussi de ces personnes qui ont choisi, en fait, dans leur vie, d'aider l'autre, au moins d'accompagner l'autre à aller bien, à aller mieux. Voilà. Merci de m'avoir écouté, d'avoir passé ce petit moment avec moi. Prenez bien soin de vous et puis moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, de prochains sujets.